Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par Stanislav Krapivnik, un ancien officier de l'armée américaine, né dans le Donbass et qui y est depuis retourné. Merci d'être revenu dans l'émission. Toujours un plaisir, Glenn. Ainsi, nous voyons, rien que ces 2 derniers jours, que les Russes sont entrés dans la ville stratégique d'Orekov, dans la région de Zaporizhia, ce qui pourrait indiquer que si celle-ci tombe, toute la région pourrait bientôt commencer à s'effondrer. Et également à Slaviansk, la dernière grande zone urbaine du Donetsk, nous observons de réelles avancées. S'ils parviennent à encercler cette région, cela signifierait essentiellement la chute de l'ensemble du Donbass. Alors, pensez-vous que l'offensive de printemps russe a déjà commencé? C'est difficile à dire, en partie parce que c'est encore la saison de la boue dans ces régions. Donc on reste plus ou moins dans le sud de toute façon. Je vais parler de Heidegger et de Sudomy parce qu'ils sont différents. Même s'il y a encore de la boue là-bas, le sol est beaucoup plus ferme, avec davantage de zones boisées. C'est donc un terrain différent. Dans le sud, on trouve cette terre noire très riche, mais il n'y a pas autant d'arbres pour la retenir avec leurs racines. Du coup, on obtient une boue vraiment, vraiment épaisse à cette période de l'année. Si la fonte est aussi rapide que ce que nous avons ici, et elle a commencé, pour être honnête, il y a presque un mois, quand les températures sont passées au-dessus de 0, j'ai vérifié. Ils ont encore des gelées nocturnes, mais pendant la journée, il fait déjà bien au-dessus de 0. Donc si la neige fond librement dans ce genre de zone, on veut que la fonte soit rapide. Parce que si la fonte est rapide, il y aura des inondations et ce genre de choses. Mais le sol, tu sais, le sol est spongieux. Il n'absorbe qu'une certaine quantité d'eau. Tout excès d'eau s'écoule simplement, descendant vers les ruisseaux et ainsi de suite, puis se déversant dans la mer. Si la fonte est lente, alors le sol absorbe plus d'eau. C'est de la boue. Cela commence à s'infiltrer dans les couches inférieures, et comme il y en a encore qui arrivent, c'est de la boue en continu. Donc ça reste boueux beaucoup plus longtemps si la fonte est lente que si elle est vraiment rapide. Glenn Diesen, je crois que j'écorche encore son nom. Je suis toujours mauvais avec les noms. Le rapport fourni par le commandement russe diffère assez nettement de ce que montrent de nombreux cartographes indépendants. Donc, soit il y a eu beaucoup d'avancées qui n'ont pas été signalées, soit il y a de la confusion sur le champ de bataille. Et étant donné qu'il s'agit du haut commandement russe, on a tendance à leur accorder le bénéfice du doute en supposant qu'ils devraient disposer des bonnes informations. La zone reste incertaine. Nous verrons ce qui apparaîtra dans les prochains jours, vidéos, géolocalisation, ce genre de choses. Mais si cela s'avère exact, alors oui, les forces russes venues du sud sont déjà entrées dans Orekov. Il y a 2 routes parallèles qui mènent à Orikiv, et une longue zone urbaine s'étend au sud de la ville. Il se peut donc que ce soit déjà à Orikiv. Et c'est là qu'apparaît cette zone grise, car d'un côté, les sources ukrainiennes ne disent pas qu'elles y sont, tandis que le côté russe affirme que si. Normalement, il n'y a qu'une petite différence entre les deux, mais en ce moment, elle est grande. Bien sûr, les Ukrainiens ont aussi tendance à ne rien admettre pendant un mois, donc parfois, une petite différence devient vraiment énorme, comme à Hulia-Ipol, où 1 mois et demi après la prise de la ville, ils disaient encore que les Russes l'assiégeaient. Les Russes étaient à environ 10 kilomètres au-delà de la ville. En réalité, probablement 6. Et la presse occidentale se contentait de répéter ce que disait Kiev. Donc, on verra bien. Que ce soit ou non la véritable offensive de printemps russe, je n'en sais rien. C'est quelque chose qui, encore une fois, ne s'est pas encore développé. Pas assez franchement,
pour qu'on puisse parler d'une grande offensive. Je veux dire, en ce qui concerne une offensive continue le long de ces lignes, oui, cela se poursuit depuis 2 ans, avançant régulièrement. Quant à savoir s'il s'agit d'une grande poussée, on imaginerait qu'une telle poussée nécessiterait encore suffisamment de véhicules blindés, d'artillerie et d'aviation pour la soutenir. Je n'ai pas encore vu cela, mais cela pourrait venir. Nous savons maintenant que les Ukrainiens menaient de nombreuses contre-attaques désespérées dans la région de Zaporizhia, non pas tant parce qu'ils pouvaient reprendre ces zones, ils n'en ont tout simplement pas les moyens, mais pour perturber les préparatifs russes, car apparemment, ils pensaient que c'était là que se situerait la grande offensive de printemps. Moi, personnellement, si j'étais aux commandes à ce stade, je lancerais la grande offensive de printemps, au moins partiellement, en direction de Sumy. Et pourquoi vers Sumy? Les forces russes se trouvent à environ 14 km de Sumy. Ce n'est pas une grande ville, environ 250 000 habitants dans le nord, mais Sumy est un centre logistique clé. Prendre Sumy couperait la région de Kharkiv de l'ouest. On aurait donc un encerclement très profond de Kharkiv, coupant de nombreuses lignes d'approvisionnement venant de Kiev vers Kharkiv. Cela porterait un coup sévère aux défenses ukrainiennes dans et autour de Kharkiv et accélérerait la chute de la région. D'autant plus qu'on peut aussi isoler Kharkiv au sud, là où passe la ligne Ozynia-Bryanka, en détruisant les ponts. On aurait donc Kharkiv dans une situation technique. Je n'arrive pas à retrouver le mot pour l'instant. Eh bien, on l'encerclerait, on aurait la ville encerclée, car on pourrait faire sauter les ponts menant à Kharkiv depuis le sud. Et si l'on effectuait un encerclement profond par Sumy, on la prendrait par l'ouest. Et évidemment, à l'est, c'est la ligne russe qui avance régulièrement vers la ville de Bryanka et le grand réservoir d'eau. Puis, depuis le nord, il commence à bouger. Il y a encore des mouvements russes là-bas. Les combats y ont été très intenses, comme toujours, mais ça avance encore. Donc pour moi, ce serait la grande offensive de printemps. Retirer Kiev de la carte, Kiev-Kharkiv de la carte des combats. On verra bien sûr. Konstantinovka. Oui, c'est un gros combat. Et c'est encore un de ces domaines-là. Les Ukrainiens affirment qu'environ 15% de la ville sont aux mains des Russes. Quelqu'un d'autre a dit que c'était plutôt autour de 60%. Donc c'est une très grande différence. Et Konstantinovka est un endroit qui se dispute farouchement. C'est le nouveau Bakhmut, le dernier Bakhmut, pour le dire autrement. Ils y jettent toutes les forces possibles pour essayer de le tenir. Encore une fois, les Ukrainiens ont une mauvaise habitude, et c'est évidemment une bonne chose pour le camp russe, de ne pas savoir quand il faut quitter la fête et battre en retraite. Ils ont tendance à vraiment aimer se faire encercler et anéantir. Bien sûr, Hitler avait donné les mêmes ordres. La différence, c'est que lorsque Hitler menait la guerre, il avait des généraux qu'il ne cessait de limoger et de réintégrer, mais ils étaient renvoyés parce qu'ils refusaient d'obéir à ses ordres, de tenir la position et de se battre jusqu'au dernier homme. Eux se repliaient, effectuaient des retraites tactiques et stratégiques quand c'était nécessaire. Mais les Ukrainiens semblent faire la meilleure imitation possible d'Hitler, en tenant et en combattant partout où ils auraient dû battre en retraite s'ils avaient eu un peu de bon sens. Dieu merci pour cela. Maintenant, pour le nord, car cela c'est le sud, c'est l'offensive du sud, et Konstantinovka d'ailleurs a été coupée en deux. Une rivière la traverse, et tous les ponts ont été détruits il y a environ un mois. Donc avec le niveau de l'eau qui monte, l'eau est glaciale. Vous ne traverserez pas, vous n'allez pas nager jusqu'à l'autre rive. C'est très difficile de coordonner entre les deux moitiés.
La ville est donc déjà pratiquement divisée, et ensuite on peut commencer à la scinder en portions plus petites aussi, n'est-ce pas? Ils l'assiègent ou l'encerclent. Maintenant, au nord, là où se trouve Sloviansk, eh bien, pour fermer les accès à Sloviansk, il faut d'abord fermer ceux de Krasny Liman. Et là encore, c'est un troisième point où il est incertain de savoir quelle part de Liman est prise et quelle part ne l'est pas. Parce que, encore une fois, Glenn Diesen a parlé d'environ 50%. Les Ukrainiens affirment plutôt 10% ou 15%. Donc, encore une fois, on observe une grande différence. Mais ce n'est pas le plus important. L'élément important, c'est l'offensive russe au sud de Liman, car Liman se trouve dans ce triangle où l'Oskil se jette dans le Siversky Donets. On obtient donc un triangle de cette forme, et Liman se situe juste là, sur le côté le plus large. Ensuite, les forces russes l'encerclent de tous côtés et l'ont également isolé par le nord. Le danger pour les Ukrainiens à Krasny Liman, c'est que les forces russes avancent depuis le sud et qu'il ne reste qu'un seul pont. Une seule route principale menant à Krasny Liman. C'est la principale voie logistique et elle est déjà sous attaque de drones. Les drones russes peuvent l'atteindre, donc elle est déjà en partie sous contrôle russe. S'ils prennent ce pont, enfin, ils doivent le prendre car le pont est détruit. Dans tous les cas, la garnison n'est pas complètement coupée. Vous n'allez pas traverser ces rivières, surtout à cette période de l'année. Donc une fois que ça sera pris, les ponts de bateaux, ou s'ils parviennent à prendre le pont principal intact, vous foncez directement sur Sloviansk par le nord. Et c'est là que vous commencez vraiment à refermer ce grand chaudron. Cela semble donc être la situation qui se développe dans cette zone. Nous verrons bien. Je veux dire, Krasny Liman va tomber, je n'en doute pas. C'est juste une question de temps. Vont-ils se rendre? Est-ce que cela prendra une semaine de plus? Eh bien, cela prendra plus d'une semaine, j'en suis presque sûr. À moins qu'il n'y ait eu d'importants mouvements que nous n'avons pas encore pu géolocaliser, ce qui est possible. Il est possible que la zone soit à 50% sous contrôle russe. Nous le saurons, je pense, d'ici un jour ou deux. Tu as mentionné que les Ukrainiens ne se retiraient pas une fois encerclés, et je suppose leur obsession à tenir le territoire. Et tu sais, cela peut sembler irrationnel, mais je pense qu'il y a une explication rationnelle. Ce que les gens qualifient souvent de guerre de relations publiques sont en réalité des guerres de relations publiques nécessaires. Parce que si les États-Unis et les Européens se désintéressent de l'Ukraine, alors, en gros, les armes et l'argent cessent d'arriver et tout s'effondre. Donc je pense que Zelensky est devenu un peu dépendant des victoires médiatiques, ce qui explique pourquoi il a en quelque sorte besoin de ces choses-là. Et je suppose que sur ce sujet de l'Ukraine, qui disparaît des gros titres, ce qui de toute évidence met Zelensky en colère ou l'inquiète profondément, on constate que chaque fois qu'un autre événement surgit et que l'Ukraine disparaît des actualités, il réagit. Il insiste sur la nécessité de la remettre au centre de l'attention. En somme. Et vous savez, il semble que la guerre désormais, l'attaque contre l'Iran, aura inévitablement un impact sur le champ de bataille ukrainien. Avez-vous une idée de l'ampleur de cette influence? Parce que, encore une fois, il semble que les armes, l'argent, l'attention internationale, le soutien politique, tout cela doit forcément se faire au détriment de quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un autre point que les commentateurs occidentaux ne sont pas très enclins à mentionner. La pression exercée par l'armée et par certaines couches de la société sur le gouvernement. Écoutez, nous ne voulons pas aller trop vite, ni foncer sur l'OTAN parce que, mon Dieu, il pourrait y avoir une grande guerre. L'Iran a montré à tout le monde, y compris à beaucoup de généraux russes, qu'on peut, en quelque sorte, bousculer les Américains dans tous les sens, encaisser les coups qu'ils portent, et qu'en réalité, ils ne peuvent pas faire grand-chose.
Et comme il s'agit d'une puissance nucléaire, ils ne vont certainement pas recourir au nucléaire, car cela signifierait qu'il ne resterait plus d'Amérique. Alors écoutez, le fait est que si les Iraniens peuvent anéantir 23 bases américaines et les détruire systématiquement, et que les pertes américaines, croyez-moi, sont bien plus élevées que 14 hommes tués, il faudrait probablement multiplier ce chiffre au moins par 10 pour se rapprocher de la réalité. Et cela ne cesse de croître, et très vite. S'ils lancent une guerre terrestre, ce sera un événement à perte massive. On verra bien. Mais le fait est que, depuis 18 jours maintenant, c'est bien 18 jours? Oui, 18 jours. Depuis 18 jours, la guerre de 4 jours de Trump est un désastre pour les Américains. Leur matériel, leurs bases qu'ils ont construites depuis 30 ans sont totalement anéanties. Certaines le sont déjà. Tu vois sans arrêt des vidéos de grands incendies et de drones survolant ces bases, détruisant du matériel et des infrastructures américaines. Et tu sais, si tu n'es pas de leur côté, celui de l'armée américaine, n'est-ce pas? Le résultat, c'est quoi? Pas grand-chose de l'autre côté. Oui, ils ont tué beaucoup de civils à Téhéran, mais Téhéran tient toujours debout. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire en Russie, parce que l'aviation américaine aurait énormément de mal à y pénétrer. Donc, voilà. Et la pression sur le gouvernement, c'est « Pourquoi ne faisons-nous pas la même chose ?» Quand l'Iran dit « Nous allons nous en prendre aux généraux et aux politiciens israéliens, et peut-être aussi aux généraux et politiciens ukrainiens. » La question est, pourquoi ne faisons-nous pas cela? Et c'est là que tout ramène toujours au Kremlin. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Nous en sommes capables. Nous avons largement les moyens. Alors pourquoi ne le faisons-nous pas? C'est un sujet qu'aucun commentateur occidental ne veut aborder. Mais si la Russie décide enfin d'enlever les gants, l'OTAN se retrouvera face à la même situation que celle observée avec l'Iran. Car très facilement, la Russie pourrait frapper Rheinmetall ou les fabricants du Flamingo. C'est en gros une version améliorée du V1. C'est quelque chose que l'on pourrait larguer sur l'économie russe. Et il n'y a rien que quiconque puisse faire, sinon fuir avant que cela ne frappe ou mourir avec. Voilà la réalité. Mein step list du risksteintours is step true fright. Et la question suivante est, voulez-vous vraiment aller plus loin? Ou allez-vous reculer face aux Allemands, aux Britanniques, et ainsi de suite? Je pense que ce serait un moment de choc qui obligerait beaucoup de ces politiciens à devoir aller changer de sous-vêtements, pour être franc, parce qu'ils... à la paille. Nzarnt to have fissure sur ball. We set out. Oh, tu es de retour. Désolé. Oui, tu as disparu pendant environ 30 secondes. Ouais, d'accord. Alors, quelle est la dernière chose que j'ai dite qui a vraiment été enregistrée? Ouais, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Oui, tu sais, il y a une énorme pression qui monte sur le gouvernement. Pourquoi ne faisons-nous pas ce que l'Iran est capable de faire? Comme je l'ai dit, la Russie pourrait facilement éliminer Rheinmetall ou le fabricant du Flamingo. Et je pense qu'à ce moment-là, ce serait un choc énorme pour les politiciens européens. Ils devraient peut-être aller se changer après ça, parce qu'ils sont devenus très, très à l'aise. Ils pensent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent à la Russie, parrainer le terrorisme, faire ce qu'ils veulent, et que la réponse ne viendra que par l'Ukraine. En gros, oui, d'accord. Les Ukrainiens paieront pour ce que nous faisons, mais nous, on n'a pas à s'en soucier.
Au moment où tout cela les touche directement et qu'ils voient soudain la fumée s'élever d'une usine ou d'un site de production essentiel dans leur capitale, cela doit être un signal d'alarme pour beaucoup d'entre eux, qu'ils ont en quelque sorte trop joué avec le feu. Les choses sont devenues très très sérieuses. Et, soyons réalistes, l'Amérique ne se rendra jamais, même pas pour les plus petites villes comme Oklahoma City ou Arkansas City, avec leurs 200 000 habitants, en échange de Berlin, de Londres, de Paris, de Varsovie ou de toute autre ville européenne, quelle qu'en soit la taille. Cela n'arrivera pas. C'est bien là le point. Cela n'arrivera pas. Et l'Iran le montre également de manière très claire. Je pense que c'est un excellent point, notamment en ce qui concerne le fait que cela modifie également le calcul à Moscou. Depuis le début, il semble toujours que la Russie soit confrontée à un dilemme. Doit-elle laisser passer ou bien riposter et rétablir ainsi la dissuasion? Ou doit-elle se retenir pour éviter de risquer une troisième guerre mondiale? Mais alors, bien sûr, saper sa propre dissuasion si elle ne réagit pas. Il semble simplement que maintenant, non seulement parce que l'Iran a démontré que riposter est la seule manière d'amener ses adversaires à respecter sa sécurité, mais aussi parce que cela suggère que le moment serait opportun pour la Russie, puisque toutes ces armes et tout cet argent sont actuellement mobilisés au Moyen-Orient. Donc encore une fois, je ne plaide pour rien, soyons clairs. Mais il semble que cela fasse partie du calcul ici, que ce soit un bon moment pour rétablir la dissuasion et commencer à riposter. Voyez-vous pour l'instant un signe que Moscou s'engage dans cette voie? Parce que j'ai entendu dire qu'il y a un peu de pression en ce moment, avec des gens qui regardent vers l'Iran et se demandent « Pourquoi ne faisons-nous pas cela ?» Pourquoi continuons-nous à encaisser les coups sans répondre? Eh bien, il y a quelques preuves circonstancielles. Par exemple, lorsque les envoyés français sont arrivés en exigeant de participer à ces négociations, on leur a littéralement dit d'aller se faire foutre, en ces termes. C'est ainsi que s'est terminée la conversation. Le vernis diplomatique de la civilité a donc commencé à s'effriter. C'est comme si on disait « Très bien, voilà les gens avec qui nous avons affaire, nous savons qui ils sont et ce qu'ils représentent. » Il n'y a donc plus aucune raison d'être aimable avec eux. Ce sont des ennemis. Macron et son gouvernement sont un gouvernement ennemi. Il essaye de jouer sur une ambiguïté politique, tout comme Trump. Je pense que Trump le fait surtout parce qu'il ne sait pas du tout quoi faire. Et Macron, dans une certaine mesure, aussi. Mais vous savez, l'ambiguïté politique n'est pas ce que l'on souhaite chez les superpuissances, surtout chez les pays dotés de l'arme nucléaire. On veut autant de transparence et de prévisibilité que possible. Sinon, la logique devient, eh bien vous savez, puisque l'Amérique a une doctrine de première frappe, la logique pour tout autre pays capable de le faire est la suivante. Au moment où il peut lancer une première frappe contre l'Amérique, il le fait. C'est le problème avec une doctrine de première frappe. Nous vous éliminerons quand bon nous semblera. Eh bien, tout le monde a désormais peur que vous soyez assez stupide pour réellement le faire. Donc, dès qu'ils voient une opportunité, il leur incombe, selon la logique géopolitique, de vous anéantir dès qu'ils le peuvent, parce que vous représentez une menace constante. Demain, peut-être qu'ils auront des problèmes internes, ou des problèmes économiques, ou peu importe, et vous allez simplement lancer une frappe de décapitation. Comme l'Amérique l'a montré, surtout sous Trump, il existe cette obsession pour les frappes de décapitation. Eh bien, évidemment, si vous pouvez effectuer une frappe de décapitation contre les États-Unis, il est dans votre intérêt de le faire et d'anéantir Washington ou autre, avant qu'il ne puisse vous anéantir. C'est la logique que vous créez, parce que la dissuasion nucléaire disparaît.
Elle n'existe plus, la destruction mutuelle assurée. Désormais, il s'agit de savoir qui appuiera sur le bouton en premier ou dont le missile atteindra sa cible avant que l'autre ne puisse prendre une décision. C'est ça le problème avec une doctrine de première frappe. Quand on a d'un côté un régime d'idiots et de l'autre des idiots avec de grosses grenades, des singes avec des grenades, comme on le voit dans ce qu'ils ont créé au Moyen-Orient. Ils ont littéralement aucune idée de la manière de s'en sortir, tout en sauvant la face. Il n'y a aucun moyen d'en sortir sans perdre la face, et je pense qu'ils vont redoubler, tripler, quadrupler leurs efforts. Donc, vous savez, j'ai fait une vidéo où j'en ai parlé, et demain nous ferons une vidéo avec RT. Nous allons parler des éventuelles vagues d'incursions terrestres. Mais j'ai dit, vous savez, c'est une voie possible, mais il faudrait être un parfait crétin pour s'y engager, parce que c'est un suicide pour n'importe quelle armée qu'on enverrait là-bas. Et ils ne le feront pas. Eh bien, maintenant je ne suis plus si sûr qu'ils ne vont pas le faire. Je pense qu'ils pourraient vraiment emprunter cette voie, aussi stupide et insensée que cela puisse paraître. Ce sera du suicide pour les gars qu'ils enverront là-dedans. Mais tu sais, à ce stade, Je veux dire, c'est le président qui hier a dit que non seulement ils avaient interdit, parce qu'ils ont rendu illégal pour toutes les entreprises américaines de satellites, d'afficher des cartes du Moyen-Orient au cours des 2 dernières semaines. De façon incroyable, il n'y a pas que des satellites américains là-haut. Qui aurait pu imaginer ça? Non seulement les Iraniens ont des satellites, mais les Russes, les Chinois et beaucoup d'autres pays aussi. alors vas-y m'tange kuf mao. Mais, vous savez, quand Trump sort et commence à dire « Nous allons vous retirer vos licences de diffusion parce que vous êtes des médias mensongers, parce que vous montrez ces images de pétroliers américains en feu ou de bases américaines en feu, tout ça, c'est de l'IA, ce n'est pas réel. Rien de tout cela n'est réel, rien ne brûle. D'accord. Et puis les Tories arrivent. Eh bien, venez m'aider, vous savez, à ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est un tout petit boulot, vous pouvez le faire. C'est un tout petit boulot. Ce qui amène la question suivante. Pourquoi ne le faites-vous pas vous-même? Ah, parce que la marine américaine a dit « Hors de question, nous n'allons pas envoyer nos navires là-bas pour mourir. » Alors voilà, les petits Français, les petits Allemands, venez donc par ici. Et vous, les Chinois aussi, ça va très mal se passer pour vous si vous ne faites pas ça. C'est comme, eh bien, qu'allez-vous faire? La Chine obtient ce pétrole, le Pakistan obtient ce pétrole. Les exportations de pétrole iranien ont en fait augmenté de 10%. Aussi difficile que ça puisse être à croire. Donc oui, vous avez un régime qui n'a absolument aucun plan. Vous avez une bande de prédicateurs psychopathes et pseudo-hérétiques du mouvement sioniste chrétien qui disent à Trump qu'il est l'élu et que s'opposer à la parole de Trump revient à s'opposer à la parole de Dieu. J'ai une vidéo de celle-là, c'était Paula White. Je crois que c'est son nom. Oui, la principale prédicatrice de Trump, la principale prédicatrice hérétique. Alors tu sais, ces gens sont fous. Ils sont tous officiellement fous. Ils ont un vieux type qui commence à souffrir de démence, qui possède les grosses armes et qui aime être flatté. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils jouent sur son ego. C'est donc un gouvernement aussi dysfonctionnel qu'on puisse l'imaginer. Et puis il y a les Israéliens. C'est le plus grand État voyou depuis la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, que faire de ça? On a ces deux-là réunis, donc c'est une situation horrible dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Et je ne sais pas comment en sortir, à part renverser les deux régimes, de quelque manière que ce soit. Oui, j'ai vu Trump essayer de vendre l'intervention pour rouvrir le détroit d'Ormuz, comme s'il essayait de vendre des appartements ou quelque chose du genre.
C'était très étrange à regarder, parce que tu sais, les pays ont quand même des services de renseignement. C'est pas comme si on disait d'accord, si tu nous promets que ce sera facile. Je veux dire même, oui, Starmer a dit qu'il devait consulter son équipe, et Trump a eu un commentaire du genre « Eh bien, tu es le Premier ministre, tu n'as pas besoin de consulter qui que ce soit. » Donc c'était vraiment comme essayer de forcer quelqu'un à acheter un appartement avant qu'il parle à son avocat ou peu importe. C'était très étrange à regarder. Mais désolé, vas-y. Tu sais, la grande percée de Trump en matière de renseignement et d'opérations psychologiques ces derniers jours, c'est qu'il a traité Starmer de faible et de perdant. Et maintenant, les services de renseignement américains diffusent l'idée que Khamenei, le jeune Khamenei, serait homosexuel. Fin de la manœuvre pour l'instant. Oh oui, vous êtes désespéré, c'est évident. Comment dire à quelqu'un que vous êtes désespéré sans le dire directement? Il suffit de regarder la réaction américaine. Tout va bien, tout explose. Mais on ne peut pas rouvrir le détroit d'Ormuz pour le moment. Peut-être plus tard. Oh, on les escortera une fois les tirs terminés. Ils ont vraiment dit ça, tu sais. Oui, nous les escorterons une fois les tirs terminés. Donc tu te retrouves encore dans un de ces scénarios et personne ne te menace. D'accord, d'accord. C'est drôle et hilarant d'un côté, mais c'est très dangereux et angoissant de l'autre. Parce que tu as littéralement affaire à des individus dérangés à tous les niveaux de la chaîne de commandement. Eh bien, c'était juste étrange, parce qu'à un moment donné, quand les Britanniques ont dit qu'ils pourraient envoyer quelques moyens navals dans la région en général, pas dans le détroit d'Ormuz, Trump a dit quelque chose comme « Oh, nous n'avons plus besoin de votre aide, nous avons déjà gagné, c'est trop tard. » Et maintenant, bien sûr, il veut qu'ils viennent. Ils sont complètement désorganisés. Partout. C'est très étrange à observer. Ce manque de contrôle du récit, cette gestion des alliés. Oui, choquant. Mais tout à l'heure, tu as mentionné Macron, qui voulait rejoindre cet effort diplomatique. Je pense qu'il est important d'être précis. Il voulait rejoindre le format trilatéral, Russie, États-Unis, Ukraine. Et c'est un peu problématique parce que s'il y entre en perturbateur, ça va simplement tout gâcher. Autrement dit, le désir de prolonger la guerre. Je pensais qu'il aurait pu avoir plus de succès s'il avait simplement proposé, vous savez, ouvrons une diplomatie bilatérale, car il n'y aurait rien à perdre. Si la France et la Russie parvenaient à améliorer leurs relations, ce serait déjà une bonne chose en soi. Dans le pire des cas, cela créerait quelques divisions au sein de l'UMA Member parmi ceux qui n'en veulent pas, donc aucune perte pour la Russie. Mais participer à un format déjà discrédité, alors que les Européens ont plus ou moins exprimé leur volonté de le saboter, n'a aucun sens. Cependant, on observe une évolution plus large. Le Premier ministre belge a déclaré qu'il était temps de rétablir des relations diplomatiques normales avec la Russie. C'est le même Premier ministre qui ne voulait pas s'emparer des avoirs russes. Même le président Stubb de Finlande, qui est un véritable russophobe dans l'âme, a soutenu qu'à un moment donné, il faudra bien recommencer à parler avec la Russie. De toute évidence, les choses ne se passent pas bien dans la guerre par procuration en Ukraine. Mais la guerre en Iran, je pense, les a aussi profondément ébranlés à cause de toute l'énergie dont ils sont coupés. Les économies ne pourront donc que se détériorer à partir de maintenant. Et sur le plan sécuritaire, les Américains sont distraits. Ils n'ont plus d'armes à envoyer. Ils n'ont plus la capacité d'escalader ou de bluffer, de poser des ultimatums à la Russie, même s'ils le voulaient. Il semble donc que la Russie soit en position de force. Voyez-vous une possibilité, ou plutôt quelles seraient les conditions, pour que la Russie ouvre des négociations ou des discussions avec les Européens? Ou bien n'y en a-t-il aucune? C'est une question très difficile, parce qu'il faut être réaliste.
À qui peut-on faire confiance en Europe? Je veux dire, surtout quand il s'agit des Français ou des Allemands. N'oublions pas Hollande, qui n'a été devancé par Merkel que de peu dans la presse, riant et sautant de joie, racontant à tout le monde comment ils avaient dupé Vladimir Vladimirovitch sous son nez, et simplement gagné du temps pour que l'Ukraine se prépare à la guerre contre la Russie. Soit dit en passant, c'est ce qu'ils ont dit, ce n'était pas seulement à propos du Donbass. Alors, comment faire confiance à quoi que ce soit venant de ces gouvernements? Ce sont essentiellement des prolongements, sous une forme ou une autre, avec Merz et Macron. Je doute qu'on puisse faire confiance à qui que ce soit. Et le problème, c'est que même ces partis plus marginaux, désormais populistes et accédant au pouvoir, mais comme le Front National ou Alternative für Deutschland, n'inspirent pas beaucoup plus de confiance non plus. Alternative for Deutschland. The problem is their leadership is being Le problème, c'est que leur direction est en train d'être façonnée pour devenir simplement un autre parti. Je parlais avec des Allemands que je connais, et ils disaient qu'au niveau local ou des Länder, l'AfD reste ce qu'elle était. Mais au niveau fédéral, ils ont déjà été récupérés. Le Front National, lui, a été récupéré depuis longtemps. C'était eux qui disaient « Oui, cela ne nous dérange pas d'envoyer des armes ». Pas de soldats. Nous n'avons aucun problème à envoyer des armes à l'Ukraine. Alors, quelle est la différence ici? Et puis regardez Farage. Farage est à toute fin pratique la renaissance du Parti conservateur 2.0. Sauf qu'il dit « Nous ne voulons pas d'immigration ». Bien sûr, les conservateurs disaient la même chose, et vous avez vu ce qui s'est passé en Angleterre. Le pays a été encore plus submergé sous les conservateurs. Tout le reste, qui sort de la bouche de Farage, vient directement du manuel des néoconservateurs. Il lit simplement les éléments de langage des néocons. Alors encore une fois, à qui faire confiance en Europe? Vous pouvez faire confiance à des gens comme... Eh bien, la raison pour laquelle les Belges avant tout ne voulaient pas accepter l'argent russe, c'est simplement parce qu'ils savent dans quel repère de voleurs ils se trouvent. Et une fois que tout le monde aura pris sa part et l'aura mise dans sa poche, à ce moment-là, il y aura des procès contre Euroclear, et la Russie retirera cet argent des bureaux d'Euroclear partout dans le monde. Cela fera complètement faillite à Euroclear. Ensuite, ils s'en prendront au gouvernement belge par le biais de poursuites judiciaires. Et c'est le gouvernement belge qui sera le seul à payer. La Belgique ne peut pas se permettre 300 milliards d'euros. Cela ruinerait tout le pays. Vous pourriez vendre le roi et la reine, vendre tous les châteaux et les pièces de musée, et vous ne couvririez toujours pas la somme. C'est ça le problème. Ils ont été assez intelligents pour comprendre que oui, quand tout le monde dit « Hey, on est avec vous », vous savez, nous sommes vraiment tous derrière vous, vraiment très loin derrière vous, en train de compter l'argent que nous venons de voler. Alors amusez-vous bien, bonne chance, nous sommes moralement derrière vous. Parce que les Belges ont dit, eh bien, signons un document qui répartira les dommages de manière équitable. Personne n'a signé ce document, personne n'allait accepter ça. Non, 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 allez-y, et nous sommes moralement avec vous jusqu'au bout. Donc c'est l'UBMERB, que voulez-vous dire? C'est une caverne de voleurs. Chacun essaye de surpasser l'autre et de gravir les échelons pour devenir le chef de la guilde des voleurs. Mais c'est ce que vous voyez. Je veux dire, vous ne regardez pas vraiment des gens qui ont une notion d'honneur, de respect ou de loyauté. Vous voyez une politique impitoyable, unie en apparence, mais au moment où vous retirez la menace russe, par quoi sont-ils unis? Juste par la soif de pouvoir et les manigances entre eux. Je veux dire, on ne parle pas ici de quelque chose sur lequel on peut bâtir les fondations d'une société ou d'une civilisation. Il n'y a pas d'idée civilisationnelle dans l'Europe moderne, dans l'Union européenne actuelle. Il y a une idée civilisationnelle en Europe de l'Est, appelée la Russie, et chez ceux qui y sont désormais attirés.
Il y a une idée civilisationnelle dans l'ancien empire austro-hongrois, du moins pour la majeure partie. Mais le reste de l'Europe, y compris les Allemands et leur concept de Mitteleuropa, qui existe depuis les années 1880, il n'y a plus d'idée civilisationnelle. Qu'ont-ils encore à offrir à qui que ce soit? Donc, ce ne sont que des gestionnaires. Il n'y a pas de dirigeants en Europe. Il n'y a que des gestionnaires, et de très mauvais gestionnaires, qui auront peut-être de bons emplois bien rémunérés en Amérique après leur départ. Alors je ne sais pas. L'Europe, à qui parle-t-on en Europe? Franchement, si j'étais assis au Kremlin en ce moment, j'ignorerais tout ce qui vient d'Europe, sauf des gens comme Orban et Fico, qui ont fait leurs preuves. Peut-être Babiš, selon ce qu'il parviendra à démontrer. Mais à qui d'autre peut-on faire confiance? J'ai remarqué qu'en Russie, une partie de la rhétorique selon laquelle Minsk aurait été une ruse présente certaines similitudes avec la question libyenne. Je me souviens qu'après que les Russes ont été dupés à propos de la Libye, la Russie a adopté une position très différente sur la Syrie. Maintenant, on voit qu'après Minsk, et bien sûr, on peut aussi inclure Istanbul dans le même ensemble, la méfiance à l'égard de toute véritable diplomatie est tout à fait stupéfiante, ce qui rend toute recherche de règlement très difficile. Cela ne veut pas dire qu'un règlement est impossible. Cela signifie simplement que la composante de confiance, essentielle pour qu'un accord fonctionne, est totalement absente. Vous avez mentionné plus tôt l'idée que les Russes se préparent à adopter une position plus ferme vis-à-vis des Européens. Mais qu'en est-il des États-Unis? Parce que nous avons vu certains rapports dans les médias et quelques politiciens indignés affirmant que la Russie aurait transmis des renseignements aux Iraniens sur des cibles américaines, ce qui semble tout à fait plausible. J'avais simplement supposé que cela arriverait. Mais vous savez, aucune remise en question. Ils ne semblent pas reconnaître qu'ils font la même chose depuis plusieurs années. Pourtant, lorsque Trump a été interrogé à ce sujet, il a été plutôt désinvolte, disant soit « je ne l'ai pas fait », soit que ce n'est que des broutilles, comme ce que nous avons fait en Ukraine, ou ce qu'il pense que nous avons fait en Ukraine, a-t-il dit. Des broutilles en Ukraine, oui. Et les choses majeures, c'est quoi? Vous essayez d'assassiner le président de la Russie? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait être plus grave que ça? Oui, mais les Russes sont-ils également prêts à riposter plus fermement contre les États-Unis? Oui, ils le sont. Absolument, je le pense aussi. La confiance grandit. Même les Chinois, qui s'étaient largement retirés de l'Iran au début de toute cette affaire, ont eux aussi pas mal changé de position. C'est vrai qu'ils avaient leur système radar là-bas, mais les Chinois prenaient du recul pour voir comment les choses allaient évoluer. Et maintenant, ils regardent la situation et se disent « Ah, c'est donc comme ça que ça va se passer. » Vous savez, quand le programme de pré-bail a commencé à arriver en Union soviétique, il y a un concept qu'on appelle le succès engendre le succès. Eh bien, en janvier 1942, lorsque l'ambassadeur britannique en Union soviétique a fait une petite excursion jusqu'à Klin, au nord-ouest de Moscou, à l'époque c'était à environ 90 km. Moscou ne cesse de grandir. Il est sorti et a vu ce qu'il restait des ruines fumantes d'une division allemande qui avait été encerclée, nettoyée et anéantie. Puis il est retourné et a envoyé un télégramme à Churchill et Roosevelt disant « Je pense qu'ils vont gagner ». Et ils ont répondu « Ah d'accord, nous allons les soutenir maintenant ». C'est la même chose ici. Ils sont revenus et ont examiné la situation et les Iraniens disent « Ils vont gagner ». Ils ont une sacrée bonne chance de l'emporter parce que, oh, le grand tyran arrive, il va tout prendre. Eh bien, vous savez, quand on est le grand tyran, une fois qu'on s'est imposé comme le plus fort sur le terrain de basket, on n'a vraiment pas envie de se battre contre qui que ce soit.
you really don't want to fight anybody because you can smack around the little Parce que, guys, but tu sais, tu peux t'en prendre aux petits, mais un type de taille moyenne ou plus grand, même si tu le bats, il va t'en faire baver au point que tout le monde commence à perdre le respect pour toi ou à ne plus te craindre. Et c'est exactement ce qu'on voit. Oui, tu peux tuer autant de civils iraniens que tu veux, mais les Iraniens sont en train de chasser les Américains du Golfe Persique. Et les Iraniens ne se brisent pas le dos pour autant. En fait, ils redoublent d'efforts et frappent encore et encore. Peu importe ce que Trump dit, tu sais, les positions changeantes de Trump entre le petit déjeuner, le brunch, le dîner et le casse-croûte de minuit, tu te demandes à chaque fois, mais de quoi parle-t-il aujourd'hui? Mais les Iraniens, eux, tiennent bon. En fait, les Iraniens ont dit « Nous ne demandons pas la paix ». Ils l'ont dit clairement. « Nous ne demandons pas la paix ». Nous ne voyons aucune raison de se faire pour le moment. Donc ils ne cherchent pas la paix. Ils cherchent à punir les Américains et à rendre la chose aussi douloureuse que possible. Ils essayent de chasser les Américains du Golfe Persique et jusqu'à présent, ils font un sacré bon travail, du moins sur le plan purement militaire. Mais ils exercent aussi une pression sur les Arabes en leur disant « Regardez, vous ne recevez aucune aide des Yankees. Ils ne sont pas là pour vous protéger. Vous êtes juste là pour encaisser nos coups à leur place, mais ils ne vont pas vous défendre. » Et cela commence à peser sur beaucoup de ces États arabes. D'après ce que m'ont dit certaines sources, les Saoudiens ont dit aux bases américaines, en gros, « Allez vous faire voir, nous sommes neutres. » Nous n'allons pas t'aider. Débrouille-toi du mieux que tu peux. Et si c'est vrai, c'est un sacré coup dur. Et autant qu'on ait vu Lindsey Graham, hurler et s'égosiller, je ne sais pas quelle substance il avait prise cette fois. Dans quelques-unes de ses dernières vidéos, ses yeux roulent vers l'arrière, et il a l'air soit complètement ivre, soit sous autre chose. Mais tu sais, Lindsey Graham, il crie dans tous les sens. Nous t'avons défendu, et tu ne nous défends pas, les Saoudiens. Tu dois venir, t'es désolé, blablabla. Eh bien, c'est un autre signe de cette désespération. Ils ont fait tomber le masque, et nous essayons de forcer la main à ces pays. Et les pays disent « Non merci, au revoir, bonne continuation ». Quelles vont être les réactions une fois cette guerre terminée? Eh bien, les choses continuent. Ils ont parié que les États-Unis ne seraient pas en position de leur faire quoi que ce soit pendant cette phase de réajustement. C'est la position qu'ils tiennent. En plus, Trump a son nouveau jouet. Il va aller envahir Cuba. Vous savez, il a déjà envahi le Groenland en quelque sorte. Il a essayé de... Enfin, il a une guerre qu'il ne peut pas gagner, mais il pense à envahir l'Iran. Mais bon, pourquoi s'inquiéter? On va déjà envahir Cuba. Donc je veux dire, vous voyez son programme. On a tellement de choses à faire avant la liste des choses à accomplir. J'imagine que c'en est une de plus à ajouter à la liste. Puisque la guerre est toujours la solution. Si l'on est plein d'arrogance après le Venezuela, alors bien sûr, il faut aller en guerre. Et si l'on est humilié, comme c'est le cas maintenant avec l'Iran, eh bien, il faut changer de cible et obtenir une victoire à notre actif. Alors, d'accord, là encore, c'est la guerre. Dans tous les cas, cela semble mener à la guerre. Mais en ce qui concerne les tactiques de pression, il semble que la perception devienne la réalité. Autrement dit, si tous ces pays de la région pensaient que les États-Unis étaient en train de gagner et que l'Iran était sur la défensive, alors bien sûr, ils voudraient miser sur le cheval gagnant. Comme vous l'avez dit plus tôt, c'est ce que font les pays. Mais si l'on regarde cela, de l'Arabie saoudite à l'Azerbaïdjan, il est fort probable que tous ces pays aient également subi quelques attaques sous faux drapeaux. Maintenant, ils disent qu'en fait, ils ne veulent plus vraiment faire cela. C'est un bon indicateur de la direction que prennent les choses.
Et je comprends pourquoi la Russie et la Chine voudraient réduire la présence américaine au Moyen-Orient, ou du moins la limiter dans des endroits comme l'Irak. Mais il semble aussi y avoir un message plus large, à savoir que si tous les pays du Golfe en viennent à la conclusion qu'être en première ligne pour les États-Unis ne leur apportera pas la sécurité, mais garantira seulement que des bombes tomberont sur leur tête, alors ce message se répand dans le monde entier. En Asie de l'Est, les Sud-Coréens disent maintenant « Eh bien, regardez ce qui s'est passé. L'Amérique a traversé des moments difficiles et ils ont retiré tous nos systèmes de défense aérienne. Que ferait-il pour nous ?» Et peut-être que ce message Et ils l'ont fait en pleine nuit. oui, juste au cas où ils ne le remarqueraient pas. Mais maintenant, tu sais, peut-être que ce message atteindra aussi les Européens. Si les Russes essayaient de rétablir leur pouvoir de dissuasion, et tu sais, de larguer une bombe sur quelques fabricants d'armes en Allemagne, que feraient vraiment les États-Unis? Ils pourraient même retirer leur défense aérienne. Donc, je comprends pourquoi ils voudraient cela. Pourquoi il y a beaucoup à gagner, sinon par la défaite des États-Unis, du moins par une certaine forme de repli. Juste pour dire, je suppose que la dernière question est « Que savons-nous jusqu'à présent du soutien russe? Ou qu'en penses-tu? Ainsi que du soutien chinois. Que font-ils réellement pour l'Iran? » Eh bien, Well, Russia shipped in. Let's remember one thing. La Russie a expédié, rappelons une chose, qu'en 2004 et 2005, elle voulait signer un accord avec l'Iran du même niveau que ceux conclus avec la Biélorussie et la Corée du Nord, un accord de défense mutuelle. Les libéraux iraniens, qui étaient alors au pouvoir, ont refusé. La clause de défense, si je me souviens bien, section 5, paragraphe 3, a été réduite d'une véritable clause défensive, comme celle avec la Biélorussie et la Corée du Nord. Une clause solide, à quelque chose du genre « Nous lutterons ensemble contre les menaces régionales communes ». Ce qui veut dire quoi? Cela ne veut absolument rien dire. C'est du vent, du verbiage creux. Quand on enlève tout le superflu, il ne reste rien. C'est donc un document inutile. La Russie l'a signé et ratifié immédiatement. L'Iran a signé ce document le deuxième jour où il recevait beaucoup d'attention de la part de l'Occident, parce qu'il voulait être aimé par l'Occident. Assad voulait lui aussi être aimé par l'Occident. Et c'est justement au moment où l'Occident leur accordait toute cette attention que l'Iran a finalement signé ce document. Ce n'est toujours pas un document très important. Mais ce qui a suivi ensuite, les libéraux en Iran, perdant pouvoir et prestige après cette petite guerre de 12 jours, et tous les massacres que les Israéliens ont commis à l'intérieur de l'Iran, a conduit à l'aide russe. Ainsi, les MiG-29, les S-35, les S-400 que nous voyons aujourd'hui, ils sont retenus. Je pense qu'ils sont gardés en réserve pour le moment où les Américains auront enfin le courage de faire venir leur B-52. Si j'étais à la place des Iraniens, ça c'est ce qu'il faut conserver les S-400 et attendre que les B-52 commencent à arriver. Près de battre. Ils sont lents et imposants. C'est une cible difficile à manquer. De plus, la Russie a apporté de nombreuses améliorations technologiques pour les systèmes de propulsion, l'avionique et le brouillage. Sans parler du fait que la Russie a également introduit des systèmes de brouillage capables de bloquer les signaux et de leur permettre d'identifier les Iraniens et de localiser l'emplacement de ces terminaux. N'oublions pas cela, c'est du matériel de brouillage. Une grande partie de ces améliorations concernait la flotte existante de missiles balistiques, les moyens aériens et d'aviation, ainsi que ceux à venir. En outre, le ciblage. Je veux dire, c'est ce que les Américains ont dit. « Oh, ils aident au ciblage. » Eh bien, pourquoi ne le feraient-ils pas? Vous faites cela depuis 4 ans. Ce qui est bon pour l'un l'est pour l'autre. Ah, mais non, bien sûr. Comment osent-ils nous faire cela? Ce sont des monstres.
D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez fait ces 4 dernières années? Soit ils sont d'une hypocrisie sans nom, soit ils manquent totalement de lucidité. Moi, je penche pour l'hypocrisie. Je suis presque sûr qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait, et ils s'en vantaient jusqu'à ce qu'on leur fasse la même chose. Et là, ils disent « Oh, vous ne pouvez pas faire ça. Nous sommes le peuple d'exception. Vous ne pouvez pas jouer. C'est un ordre fondé sur des règles. C'est nous qui faisons les règles. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est dans les règles. » Eh bien si, nous le pouvons. De plus, la Russie met à profit une grande partie de son expérience avec les drones. En parlant de drones, il y a eu un extrait sonore de Trump disant qu'il n'existe pas de drones sous-marins ou de drones maritimes parce que nous les aurions déjà détruits. Vous voyez, tout cela relève de l'intelligence artificielle. Et les Iraniens ont publié une autre de ces vidéos de tunnels en voiture où l'on descend simplement dans un tunnel et où il y a une série de drones maritimes. On dirait qu'ils en ont fini avec les drones aériens, comme si tout est désormais intelligence artificielle. Tu sais si ça ne correspond pas à l'agenda de Trump ou à sa perte momentanée de bon sens. D'ailleurs, il y a autre chose à prendre en compte ici aussi. Le Conseil, si je me souviens bien du nom, c'est le Conseil de sécurité d'Irak. C'est en gros un conseil de milices, les milices chiites. Et ce qu'ils ont dit à Al-Jalani, c'est « Si tu mets un pied au Liban, on va transformer la Syrie en nouveau champ de bataille. On viendra en masse et on t'anéantira. » En plus, tu sais, il combat encore les Alaouites, ce qui reste des Kurdes, ainsi que les chrétiens et les chiites. Donc la Syrie est loin d'être réglée. Et je pense qu'une fois que les Américains et les Israéliens, soit les Israéliens sont repoussés, soit ils se retrouvent empêtrés dans une guerre très vaste, puisqu'ils ont commencé aujourd'hui une invasion totale du sud du Liban, Al-Jolani va se retrouver avec un sérieux problème. Les milices chiites irakiennes brûlent d'envie de se battre et l'Iran va se retrouver renforcé. Je suis sûr que l'armée russe ne restera pas non plus les bras croisés. Al-Jolani pourrait très très vite passer du statut de chef de guerre à celui de playboy, puis de réfugié américain. Son régime sera de très courte durée. Tout dépendra de l'ampleur de la présence américaine restante dans le Golfe Persique. S'ils ont été chassés du Golfe Persique, la tête d'Al-Jolani risque de tomber, à moins qu'il ne saute dans un avion et ne parte assez vite. La Syrie pourrait se redresser en tant qu'entité, au moins dans une certaine mesure. J'ai passé en revue tous les articles de revue et les travaux universitaires datant d'environ 2012, cette période où l'on parlait d'une possible guerre avec l'Iran. Et c'est intéressant, la principale conclusion était toujours que ce serait un pari insensé, une recette pour une guerre prolongée. Il y avait tout simplement trop de variables inconnues. Si l'on s'en prend à l'Iran, cela se répercute sur pratiquement toute la région. J'ai l'impression que tout cela était très prévisible. Bien sûr, ce qui ne l'était pas à l'époque, c'est qu'il finirait par mener une guerre par procuration contre la Russie. Et cette guerre a également eu un impact considérable. Alors, une dernière réflexion. Oui, les images satellites semblent indiquer que les Chinois se préparent à accueillir à bras ouverts l'une de leurs provinces. La seule qui ne fasse pas encore partie de la Chine, si tu vois ce que je veux dire. C'est le moment idéal pour le faire. Les Américains n'ont plus de missiles. Les Américains sont à bout. Les Américains ont l'air ridicules. C'est le bon moment. Et ils retirent tout leur système de partout ailleurs. C'est le bon moment pour regarder Taïwan et se dire « Oui bébé, il est temps de rentrer à la maison ». Donc, que les Taïwanais le veuillent ou non, et il y a une grande partie de la population à Taïwan qui souhaite une réunification complète avec la Chine, ne l'oublions pas. Oui, il se peut que les Chinois voient enfin le feu vert pour passer à l'action.
Je veux dire, cela a déjà, et ça va continuer d'avoir, des répercussions bien au-delà du champ de bataille dans lequel il se trouve actuellement. Et les conseillers de Trump étaient soit psychotiquement, hérétiquement, religieux, dans cette hérésie du sionisme chrétien, nous allons provoquer la fin du monde et l'Armageddon, et tout le reste, soit ils étaient tellement achetés par les Israéliens qu'ils ont jeté toute prudence aux orties. Tu vois, quoi qu'il en soit, je pense que c'est probablement une combinaison des deux. Ils vont récolter cette tempête pendant très longtemps. Eh bien, vous savez, Joe Kent a été nommé par Trump directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Il a maintenant démissionné parce qu'il s'opposait à la guerre contre l'Iran. Non seulement il a déclaré que cela n'avait aucun sens, car l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation, ce qui contredit Trump. Mais je souligne aussi que tout cela n'a commencé qu'à cause de la pression d'Israël et du lobby israélien. Je veux dire, c'est l'un des propres hommes de Trump. Donc je pense que ça va vraiment entrer dans les livres d'histoire comme l'une des grandes erreurs des États-Unis. Et oui, des temps intéressants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Absolument. Toujours un plaisir. J'aimerais que le titre soit meilleur ou que les sujets soient plus heureux, plus joyeux, mais c'est ainsi.